Alors revenons aux exponentielles. Tous les systèmes y sont liés. On va le voir sur les pages suivantes, y compris la population. Elle croît de façon exponentielle. Bon, si la population qui croît de façon exponentielle, c'est un problème, il faudrait peut-être que quelqu'un dise à un moment donné, on est trop nombreux là, il faudrait arrêter un peu de se multiplier. Personne n'a dit ça, personne ne dira jamais ça. Hein, voilà. Et même notre mode de vie croît de façon exponentielle. En fait, notre mode de vie est de plus en plus confortable, de plus en plus sécurisé, etc. De plus en plus, de plus en plus. Et c'est bien ça le propre de l'homme, ce défaut-là, c'est qu'il aime le confort. C'est un animal, nous sommes des animaux. De me proposer à un chien de se coucher par terre ou sur le canapé, je pense qu'il aura vite fait son choix, quoi. Et nous, c'est pareil. On aime le confort et on a du mal à revenir en arrière. Quand on a goûté un certain confort, on a du mal à s'en passer. Doublé d'une envie d'imiter, voire d'envier son voisin. Et ça, ceux qui vendent les choses l'ont bien compris à travers la publicité, où ils nous poussent à acheter des tas de conneries. Voilà. Des tas, si on n'a pas mis de les acheter, à ce moment-là, on nous crée les besoins. Ça fait travailler la croissance. Par exemple, une voiture qui se gare toute seule. Bon, c'est génial, d'accord, ok, c'est super, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on n'est pas foutu de se garer tout seul? Si. Mais qu'est-ce qui nous dit? Parce qu'on est capable, pour obliger à la croissance, on est capable même de légiférer. Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, tous les assureurs ne vont pas se mettre d'accord pour dire si votre voiture n'est pas capable de se garer toute seule, je ne vous assure pas parce qu'il y a trop de risques de vous faire emboutir. Si aujourd'hui un petit vieux veut faire sa déclaration d'impôt et qu'il n'a pas internet, ben voilà, il faut qu'il embauche quelqu'un, etc. On nous pousse à consommer des choses qui au départ ne sont pas forcément utiles. Alors des fois c'est utile pour certaines tranches de la population, mais pour d'autres c'est pas utile. Mais après on nous habitue. Aujourd'hui, qui a mis de conduire une voiture sans clim? Voilà. Alors là, c'est pas obligatoire, mais on nous a inventé ce truc et on ne peut plus s'en passer. Donc même notre mode de vie, notre confort de vie est exponentiel et on nous pousse à acheter toujours plus et on nous crée des besoins. Malheureusement, sur une planète finie, on va devoir faire face, et ça a commencé, aux limites de la croissance, aux limites de ces croissances-là. Sans parler qu'on a besoin d'eau douce, on a besoin d'humus, on a besoin de minéraux, de métaux, de forêts, etc. Et que ça aussi, c'est en train de décroître. Voilà 4 courbes. En haut à gauche, on a le PIB mondial. C'est un millier de milliards de dollars courant 1990, donc c'est des dollars de 1990, ça fait une moyenne en fait. Donc on est à 84 740 milliards de dollars en 2018. Juste à côté, à droite, on a l'utilisation d'eau, la consommation d'eau en kilomètres cubes par an. En 2010, on était à peu près à 4,25 milliards de mètres cubes. Le nombre de véhicules en bas à gauche, on attend en 2019 1,2 milliard de véhicules. Imaginons qu'il faille le faire électrique par exemple, eh bien ça poserait un gros problème, on va le voir plus tard. La population, en milliards d'habitants, aujourd'hui, en 2018, on était à peu près à 7,7 milliards. A noter que la production mondiale a explosé depuis les années 30, ben la population aussi, depuis les années 30. Là, en haut à gauche, on a la concentration de CO2. Donc en 2018, on était à peu près 455 ppm, donc partie par million de volume, hein, les ppm, ppmb. À côté à droite, on a la température moyenne en surface dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire les anomalies en fait par rapport à une moyenne qui est fixée à 0. Hein. On suppose que 0, c'est pas les degrés, hein, c'est le repérage en fait 0. Et donc les anomalies en température par rapport à la moyenne. Donc en 2018, on a dépassé les 1,18 degrés en trop. En bas à gauche, la destruction des forêts tropicales en pourcentage par rapport à 1700.
Et à droite, la perte de la biodiversité et l'extinction des espèces, à milliers d'espèces éteintes. Voici tout un tas de courbes qui ont toutes exactement la même forme, à peu de choses près, c'est-à-dire des exponentielles. Alors, de haut en bas et de gauche à droite, on a la population, le PIB, l'investissement étranger, le CO2 dans l'atmosphère, les oxydes nitreux, le méthane. Ensuite, les barrages, l'utilisation d'eau, les fertilisants, la destruction de la couche d'ozone, les températures, les augmentations des fortes inondations. Puis la population urbaine, le papier, consommation de papier, le nombre de McDonald's, ça explose carrément, l'exploitation des océans, la destruction des écosystèmes marins, la destruction par excès chimique de ces écosystèmes. Et puis la ligne du bas, les véhicules, la téléphonie, le tourisme international, la déforestation des forêts tropicales, l'occupation des sols et l'extinction des espèces. Alors qu'en est-il de la base même de nos besoins, à savoir l'alimentation? L'agriculture dite conventionnelle est totalement dépendante du pétrole. Alors que ce soit pour les engins, les pesticides ou les engrais dérivés du pétrole. Pour sa distribution aussi, la distribution de nourriture. Il faut la transporter, il faut la réfrigérer, il faut la conditionner, il faut la cuisiner, etc. Pour donner un ordre d'idée, c'est un exemple, une bouteille de ketchup. Il y a un gars qui a calculé le nombre de déplacements que fait une tomate avant de se poser sur votre table en ketchup. 19 trajets, depuis le champ jusqu'à votre table, au total. D'autant qu'on commande des produits qui viennent de partout sur Terre, puisque c'est la mondialisation, et qui voyagent par avion, par camion, etc. Le train, c'est moins grave, beaucoup moins grave, enfin tout dépend de la façon dont est fabriquée l'électricité, évidemment. Bon, enfin, en gros, on fait venir des produits de partout. Donc, premièrement, l'énergie n'est pas assez chère proportionnellement aux avantages qu'elle produit. Deuxièmement, on progresse techniquement. Donc ce qui veut dire qu'on utilise, elle n'est pas assez chère, c'est-à-dire qu'on utilise énormément, enfin, on ne se prive pas d'en utiliser. Deuxièmement, on progresse techniquement. Aujourd'hui, un tracteur, il est guidé par GPS. Et troisièmement, on subventionne ce schéma agroalimentaire. C'est celui-là qui est subventionné, cette fameuse agriculture conventionnelle. Eh bien, au bout du compte, on en arrive à des extrêmes. Par exemple, en 1980, le problème de la surpêche. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté là, hein? On a vu, attention, il y a de la surpêche, ça craint. Non, non, on ne s'est pas arrêté, on est allé pêcher plus profond. Hein. Si on avait pu aller pêcher dans les grottes souterraines, sous l'océan, on l'aurait fait. Autre exemple, l'excès d'azote des engrais, qui sont fabriqués à partir des énergies fossiles, a d'ores et déjà pourri les rivières et les mers. D'ici 2050, toutes les populations de poissons devraient s'effondrer considérablement. Les pluies acides résultant de la pollution industrielle et des villes appauvrissent le sol. Potassium, magnésium, calcium, tout ça, ça le lessive. L'utilisation d'engrais peut aussi entraîner une salinisation des sols, et ça entraîne une désertification. La moitié de l'humus a disparu de la surface des sols agricoles. Bon, ça c'est l'élabourage intensif, et puis l'appauvrissement évidemment du sol. Il y aura donc de moins en moins de terres disponibles pour fournir de quoi manger à l'humanité. Mais, en 2006, 70%, aujourd'hui 83% des terres agricoles sont destinées à l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fournit à manger à des gens comme vous et moi, avec seulement 17% des terres agricoles. Des animaux d'élevage, à ce jour, il y a 28 milliards de têtes. 4 fois plus que nous.
91% des terres récupérées en Amazonie sont destinées au pâturage ou à la production de soja et de céréales ou d'agrocarburants, souvent transgéniques, ou pour le bétail. Les marées vertes, vous savez, les algues vertes de la Bretagne, viennent des excréments de porc qui sont riches en azote, le lisier, qui se transforme en nitrate, et de l'excès aussi d'engrais chimiques, donc les nitrates aussi, le phosphate. Et il ne faut pas croire que ce phénomène est réservé à la Bretagne. En fait, c'est mondial. On en trouve en Belgique, au Danemark, en Irlande, en Italie, à Venise, la baie de Venise est envahie, aux USA, en Inde, et particulièrement en Chine. Le WWF dit que, donc, limiter sa consommation de viande est le geste qui a le plus d'impact si l'on veut réduire notre empreinte carbone. Et on parle aussi des aquifères, les nappes phréatiques, elles se vident à vue d'œil. Elles ont mis des milliers d'années à se remplir. Alors, et les matières premières, alors, où on en est des matières premières, des minéraux, des métaux. Bon, comme on le voit sur la photo du bas, si on vivait tous comme nous, il faudrait entre 3, 4 et 5 planètes pour satisfaire aux besoins de la population si elle était dans des conditions de vie proches de la nôtre. À savoir qu'un milliard de personnes sont sous-alimentées. Bon, ça c'est si on vivait comme nous. Mais tout court, aujourd'hui, il nous faut 1,7 planètes. Déjà aujourd'hui. Donc on dépasse largement ses limites puisqu'on en consomme plus d'1,5. Donc notre planète ne peut pas suffire. Sur la longueur, c'est pas possible qu'elle suffise. Il faudrait être en dessous de 1, mathématiquement. Alors vous avez la courbe du haut, c'est le lithium, l'argent, le palladium, etc. On voit la raréfaction de ces matières premières qui rentrent dans la composition d'énormément d'objets, et notamment dans les énergies renouvelables. Par exemple, les éoliennes contiennent des aimants permanents, les voitures hybrides aussi, dans les batteries, etc. Et qui contiennent même ce qu'on appelle le néodyme, qui est une terre rare, je crois que c'est des lanthanides. Et pareil, on puise dedans, donc forcément tôt ou tard, ça va disparaître. Il faut jusqu'à 1 tonne de terre rare dans une éolienne. Pour ces aimants permanents, donc pour une éolienne d'1 MW, bon, ce sont des éoliennes de 2 MW en général qu'on pose, mais pour 1 MW, il faut jusqu'à 600 kg d'aimants contenant 31% de terre rare pour fabriquer cette éolienne. Si c'est une éolienne offshore de 7 MW, donc elles sont plus puissantes, il faut plus d'1 tonne de terre rare. Alors à noter, pour être honnête jusqu'au bout, que le Japon aurait découvert une immense réserve dans les boues du Pacifique de terre rare. Alors déjà, pour être sûr que ça soit vrai, parce que ça serait relativement facile à extraire, faut voir qu'est-ce qu'ils entendent par une immense réserve, parce qu'il faut faire très attention à ce genre d'annonces fulgurantes là. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que ça va casser l'hégémonie de la Chine, parce que la Chine fournit 88% au monde entier, 88% de ce type de matériaux. Donc on va pouvoir rester à peu près sur la même pente, on pourrait se dire, tant mieux, on va pouvoir continuer à fabriquer des trucs, des énergies renouvelables, oui, mais ces énergies consomment encore une fois des éléments qui appartiennent à un système fini. Bref, notre empreinte écologique est phénoménale. Compte tenu des courbes exponentielles, ça ne risque pas d'aller vers du mur, parce qu'on augmente toujours plus. Déjà, voilà ce que nous avons fait. Et là, c'est rien, c'est juste quelques chiffres comme ça pour donner un ordre d'idée, mais il y a beaucoup plus d'espèces qui ont été détruites. Pour donner aussi un ordre d'idée, aujourd'hui, nous et notre bétail, nous représentons 97% de la biomasse terrestre des vertébrés. Il y a 10 000 ans,
et ont représenté 0,01% de la biomasse terrestre des vertébrés. Voilà. Aujourd'hui, 97%, encore une exponentielle, parce qu'en 10 000 ans, l'exponentielle elle a le temps de monter sacrément. On n'a pratiquement pas parlé du climat qui va vers un état catastrophique, évidemment. Bon, on en parle pratiquement tous les jours aux infos de toute façon du climat, donc ça serait un peu de la redite. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, qui est très important à comprendre, c'est que on parle de réchauffement global de 2 degrés. Alors, on était parti sur 1,5 degré à la COP 21. À la COP 24, ils partent sur 2 degrés. Ça doit être trop dur, 1,5 degré. Ils partent sur 2 degrés avant 2100. Ils ne les tiendront pas, on sait aujourd'hui qu'ils ne seront pas tenus. Hein. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est 2 degrés de réchauffement global, c'est-à-dire du système Terre. Mais la Terre étant recouverte à 70% d'eau, sur les continents, sur la Terre ferme, c'est pas 2 degrés de réchauffement global en fait, c'est 5 degrés. Donc 2 degrés globalement, c'est 5 degrés de plus sur les continents. Ça va être totalement invivable. On peut se demander légitimement donc, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on attend là comme ça que ça se produise? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Alors quels sont les moyens supposés pour nous sauver? Le premier, il y a plein de gens qui l'ont évoqué, c'est tout simplement la mondialisation, ça devait résoudre des problèmes. Ça devrait aller mieux justement parce qu'on avait mondialisé. Mais c'est certainement pas la solution. Elle permet de faire venir des denrées de l'autre bout de la planète, certes. Mais du coup, on augmente la chute des énergies fossiles uniquement par le transport, sans parler de la fabrication de ces denrées, parce qu'il n'y a pas que de la nourriture, encore que même la nourriture demande des énergies fossiles pour être fabriquée. Mais il y a aussi les moyens de transport, aussi, évidemment, qui demandent beaucoup d'énergie pour trimballer toutes ces choses à travers le monde. Les économies d'énergie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies d'énergie? Alors c'est biaisé d'entrée, parce que les économies d'énergie dans la tête des gens, c'est une économie de pognon. C'est pas pour faire du bien à la planète qu'ils font ça, hein. C'est parce que ça consomme moins d'argent. Donc déjà, c'est biaisé à la base. D'autant que ces énergies, ces économies d'énergie, de toute façon ne suffiraient pas, parce que même avec ça, soit on arrête de consommer, carrément, mais le seul fait de baisser en fait suffit pas, parce que de toute façon on consommerait toujours trop. Sans compter que la diminution de la demande entraîne une diminution des prix. Donc on peut acheter à moindre coût et à nouveau profiter. C'est une sorte de cercle vicieux, ça fait ce qu'ils appellent des boucles de rétroaction positive. C'est-à-dire un avantage entraîne un autre avantage qui lui vient se rajouter du coup au produit de départ. Faites des machines plus performantes, voilà, mais ça va entraîner seulement la fabrication de plus de ces machines et l'utilisation de plus de ces machines. Bon, ça ne consomme pas beaucoup, donc je peux travailler plus avec ou en acheter une autre. Donc en fait ça s'équilibre au bout d'un moment, les économies d'énergie. Et n'oublions pas encore une fois que les énergies, même renouvelables, n'ont fait qu'être rajoutées aux énergies fossiles. On ne les a pas remplacées. Plus de technologie, est-ce que ça pourrait être la solution? Ce qu'ils appellent la croissance verte. Malheureusement, la technologie, n'est qu'un transformateur, encore une fois, qui transforme une ressource fossile en énergie. Fabriquer un ordi, fabriquer 10 ordis, c'est équivalent à fabriquer une voiture en énergie. Donc les high-tech, les green-tech, etc., en plus, demandent des matériaux rares, hein, les terres rares, etc., mais certaines ne sont pas si rares que ça, mais la plupart de ces matériaux dont ils ont besoin pour être fabriqués sont rares. Et ils vont de plus en plus être rares, donc si en plus on augmentait la fabrication des énergies vertes, on accélérerait en fait la raréfaction de ces matières premières. Le recyclage, est-ce que ça pourrait être une solution? Malheureusement, le recyclage demande aussi beaucoup d'énergie. Voilà. D'autant que ce n'est pas efficace à 100%, loin de là, mais très loin de là. Il y a des matériaux qui ne se recyclent pas, ou très peu. Il y en a certains qu'on ne cherche même pas à recycler. Et il y en a qui se recyclent pas mal, mais
mais vous avez une perte à chaque fois. N'oubliez pas l'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique. Vous y perdez à chaque fois et vous allez recycler peut-être 5-6 fois, 10 fois, peut-être maximum. Mais au bout d'un moment, vous ne pourrez plus recycler, vous allez dégrader complètement l'énergie de départ. Donc, ben, ça finit en déchets. Et beaucoup du recyclage, en fait, finit en déchets. Gardez en mémoire, c'est paquebot complet qu'on envoie à travers le monde pour enterrer nos merdes, quoi. Alors, pourquoi pas les voitures électriques ou les voitures hybrides? Malheureusement, ces véhicules demandent de l'électricité pour fonctionner. Et la plupart des ressources pour fabriquer de l'énergie électrique, ce sont des fossiles. Rappelez-vous les Chinois. Parce qu'encore une fois, il faut voir ce problème au niveau mondial, pas qu'au niveau français. Ça demande en plus énormément d'énergie fossile pour être fabriquée, une voiture, quelle qu'elle soit, et des matériaux rares pour les batteries, lesquels sont très difficilement recyclables. Donc en plus, c'est polluant. En 2025, on prévoit 2 milliards de véhicules. Il est peu probable que ça soit soutenable par l'environnement, quel que soit leur carburant de toute façon. Et puis n'oubliez pas les engins, les camions, les 38 tonnes, les avions, les paquebots, etc. Vous aurez beaucoup de mal à faire tourner ça avec autre chose que du kérosène. Le problème du pétrole, c'est qu'il est hyper rentable énergétiquement parlant. Voilà, on n'a pas trouvé mieux que ça. C'est formidable le pétrole. Voilà, ça a un potentiel énergétique qui est démesuré par rapport à des tas d'autres sources d'énergie. Donc tant qu'il y en aura, on va le consommer. Pour donner un ordre d'idée entre un véhicule électrique et un diesel, la différence de pollution, c'est 29% en moyenne mondiale. Voilà. D'émissions de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, comme l'énergie électrique, c'est souvent du charbon. Il faut d'autant plus attendre d'avoir parcouru à peu près 100 000 km pour qu'elle soit viable. Donc, une voiture électrique pourrait être intéressante, on va dire, si on la gardait à vie et qu'on faisait 300 000 km avec. Je ne pense pas qu'il existe une seule batterie sur une voiture électrique qui soit fiable sur 300 000 km. Voilà, donc il faudra refaire au moins ça. Sans compter qu'avec l'obsolescence programmée, votre voiture, de toute façon, elle tombera en morceaux bien avant d'atteindre 300 000 km. Donc, on est dans un flot, on est dans un flux, en fait, croissant, exponentiel, qui fait que rien ne peut plus rien arrêter. Est-ce qu'on peut faire de la substitution? On croit à l'innovation technique, en fait, pour substituer une source d'énergie à une autre, mais les substituts du pétrole n'échappent pas à la règle. Celle des limites. Notre monde est clos, hermétique, fini. Donc, ça marche pas, quoi. Et puis, sans compter que ça prendrait des décennies, en fait, pour remplacer les énergies fossiles actuelles par des énergies dites renouvelables. Alors, le problème, finalement, c'est quoi? Le problème essentiel, c'est la croissance. C'est elle qui entraîne tout. Tant qu'elle sera le leitmotiv de notre société, rien ne sera possible. Malheureusement, il y a très peu de chances qu'un gouvernement soit élu en disant « élisez-moi, je vais faire de la décroissance ». Vous touchez 2 centimes au prix du gasoil, par exemple, vous avez des rues envahies de manifestants. Donc, comment vous pouvez être élu en proposant de la décroissance? C'est pas possible. Et quand bien même ça serait possible, tous les lobbies vont vous tomber dessus. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas les gouvernements qui gouvernent, mais les lobbies. Les grosses entreprises, les entreprises internationales, les holdings et les banques qui gouvernent le monde, tout simplement parce que ce sont eux qui ont l'argent. Pourtant, la seule issue envisageable pour minimiser l'effondrement à venir, ça serait la décroissance, effectivement. Sur la courbe que vous voyez, il y a de 1968 à 2018 la consommation mondiale de pétrole en rouge et le PIB mondial en bleu. C'est très parlant. Ça veut dire que si le pétrole s'effondre, le PIB s'effondre. Juste après, il y a 2 ans d'écart
à tout casser entre la courbe bleue et la courbe rouge en décalage. Voilà, donc c'est QFD, quand demain il n'y aura plus de pétrole, qu'on ne pourra plus en produire, le PIB mondial va s'effriter complètement. Alors comment, me direz-vous, avec toutes ces choses si merveilleuses qu'on vient d'aborder ici, ouais, je suis désolé, hein, je vous ai plombé la journée, bon. Comment on peut projeter l'avenir avec tout ça, et quelles sont les issues, les imaginaires en fait possibles, et qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, quoi. Voilà. On va voir qu'il y a 4 imaginaires. Les 3 premiers sont ici. À noter que j'ai utilisé les analyses d'Arthur Keller, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne Next de Clément Montfort sur Internet. Alors le premier imaginaire, c'est les no-limitistes, no limit, ou les illimitistes. Eh bien eux, tout simplement, ils ne croivent pas, voilà, hein, c'est ceux qui croivent, ils ne croient pas à une limite de la biocapacité, parce qu'ils pensent qu'on pourra toujours la repousser, comme on l'a déjà fait avec les énergies fossiles, qui nous ont permis de récolter toujours plus de denrées agricoles, donc repousser la biocapacité. Enfin, en apparence, hein, parce qu'en fait on n'a pas repoussé, elle s'est effondrée. Mais voilà ce qu'ils croient. On a tellement pris l'habitude de repousser les limites, qu'en fait on peut continuer de le faire. Parce que le fait qu'on soit sur une planète finie, en fait, ils n'ont pas percuté. Voilà, ils n'ont pas compris que c'était le cas. On est sur une planète finie et que repousser les limites n'est pas possible. En fait, on fait ça depuis des milliers d'années, repousser les limites. On transforme en fait des ressources en déchets, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais on est dans un monde fini. Alors, il y a le deuxième imaginaire, qui est les supportabilistes ou les soutenabilistes. Ben, eux, ils ont compris qu'il y avait une limite, donc en pointillé rose. Hein. Les limites, c'est en pointillé rose, et la croissance, c'est en bleu. Ils se sont rendus compte qu'en fait, la courbe, c'est pas une exponentielle maintenant, depuis quelques années, c'est plus une exponentielle, c'est une sigmoïde. C'est-à-dire, ça fait cette espèce de S, comme ça. Parce que la croissance est en train de petit à petit s'effondrer, les productions sont en train de s'effondrer petit à petit, etc. Et ça ne monte plus de façon exponentielle. Plus tout à fait. En tout cas, la croissance, ça monte, mais de moins en moins. De moins en moins vite. Donc eux, ils ont compris qu'il y a un rendement de moins en moins efficace, de moins en moins rentable. Donc ils se disent, notre empreinte écologique augmente toujours, mais moins vite. Par exemple, le PIB augmente toujours, mais moins vite. Donc la solution, ça sera de faire en sorte que, avec des mesures politiques, normatives, des innovations, peu importe, on se maintienne en dessous de cette limite de la biocapacité. Ça, c'est ce qu'ils croient. Le problème, c'est que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la limite de la biocapacité, c'est pas la ligne droite de la courbe numéro 2, c'est la courbe numéro 3. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'on a dépassé la courbe de la biocapacité. Et là, on est donc avec les optimistes décroissantistes, là, les optimistes décroissantistes ou les décroissants, qui ont compris que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite. Donc, la biocapacité décline. Nous sommes à peu près à l'embranchement entre les pointillés bleus et le haut de la courbe bleue, hein, voilà, nous sommes à peu près à cet endroit actuellement. Donc la biocapacité décline puisqu'on attaque les écosystèmes et les ressources à l'extrême. Donc soit on attaque des ressources non renouvelables qu'on épuise, soit ce sont des ressources non renouvelables, mais le problème c'est qu'on ne les renouvelle pas assez vite. Donc les décroissants, les décroissantistes, enfin, il n'y a pas vraiment de mots en fait, pensent donc qu'il va falloir décroître tout simplement parce qu'on ne peut pas manger plus que ce qu'il y a dans le frigo en gros. Ensuite, il suffira de se tenir proche de la biocapacité pour stabiliser le système. C'est pour ça qu'on voit que la courbe bleue remonte après s'être effondrée légèrement et elle se cale sous la biocapacité. Il y a donc des décroissantistes qui optent pour cette courbe bleue en très plein et les optimistes qui pensent qu'on va pouvoir réduire l'empreinte écologique
tout en poursuivant la croissance économique. C'est ce qu'on appelle le découplage entre l'économie et l'écologie. C'est actuellement l'imaginaire dominant, et c'est la courbe bleue plus la petite courbe bleue en pointillé. Donc la petite courbe bleue en pointillé, c'est on continue la croissance, on ne décroît pas, mais par contre, les énergies vertes vont permettre de faire que notre empreinte écologique va passer au-dessous de la biocapacité. Et donc vous imaginez bien qu'il existe un quatrième imaginaire, celui-ci étant donc le dominant, mais qui va plutôt se rapprocher de celui des décroissants que de celui des optimistes. Donc le quatrième imaginaire, c'est celui des effondristes ou des collapsologues. Eux prédisent qu'on ne fait pas ce qu'il faut, en fait, depuis 50 ans, et effectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait depuis 50 ans. Ne pas dire non plus qu'on n'a rien fait, parce qu'on a fait des choses. Le problème, c'est que quand on fait des choses, on peut aussi aggraver en croyant bien faire. Alors pour eux, on va donc passer sous la courbe de la biocapacité, qui elle-même décroît rapidement. Donc on voit en trait foncé, en pointillé rose, la biocapacité, et notre empreinte en bleu. Donc on est exactement à l'embranchement entre les pointillés bleus et le trait bleu. Voilà, on est tout en haut de la courbe, légèrement à droite. On se trouve exactement à cet endroit. En fait, c'est le seul imaginaire réaliste compte tenu de l'état du monde et du champ des possibles à l'heure actuelle. Tout se joue sur le fait qu'on décroît le plus vite possible, mais de manière voulue, c'est-à-dire que ça soit un choix volontaire dans l'imaginaire collectif, et ça c'est un pointillé bleu. Du coup, les deux pentes seront moins violentes et moins ingérables, et peut-être qu'on créera les conditions pour que la biodiversité puisse remonter. Donc ça c'est le pointillé clair bleu et le pointillé, le petit pointillé rose. Donc la biocapacité s'effondre moins vite, moins violemment, et nous, volontairement, on décroît le plus vite possible, mais de façon volontaire, ce qui fait que on accélère d'une certaine manière notre décroissance, mais comme c'est de manière voulue, elle est moins violente, notre empreinte est moins violente aussi, que si on cherche à tout prix à résister au choc. Ou alors on ne se prépare pas, on ne fait rien, en supposant qu'on résoudra les problèmes plus tard, et à ce moment-là, c'est le trait bleu foncé qui chute radicalement. Donc, le fait de minimiser le choc, donc de se préparer, implique de se former à ce qu'on appelle la résilience. Alors, la résilience, c'est, alors la vraie définition, c'est aptitude à affronter un stress intense et à s'y adapter. Voilà, c'est l'aptitude qu'on va avoir à supporter le choc de façon volontaire, de façon voulue, en fait, presque de façon souhaitée, j'allais dire, pour pouvoir résister au choc, en fait, qui va advenir. Alors, d'où peut venir cette courbe, cette quatrième courbe? En fait, elle ne sort pas de mon chapeau, cette courbe, elle vient du rapport Meadows. Alors, le rapport Meadows, qui ne s'appelait pas Meadows au départ, c'était le Club de Rome, c'était un groupe de réflexion qui comprenait des gens de 52 pays, donc il y avait des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires, des industriels, etc., des gens haut placés, qui ont demandé un rapport sur les problèmes de la société moderne et d'une crise planétaire naissante. On était en 1970. C'est donc Monsieur Meadows et sa femme, qu'on voit sur la photo, le monsieur barbu bien brun là, et sa femme devant lui, qui a été responsable de l'équipe de ces cinq personnes, qui travaillent au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis. Ils ont donc fait tourner une machine qui s'appelle Word 3, c'est un logiciel qui s'occupe de la dynamique des systèmes. Ils ont fait tourner ce logiciel pour lui faire imprimer des courbes de ce qui s'était déjà produit depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 70, et en plus, on demandait au logiciel de tracer les courbes de ce qui se produirait dans les années à venir jusqu'à la fin du XXIe siècle.
Donc ils ont fait tourner les machines et ils se sont rendus compte que le bilan était catastrophique. En tout cas, pour l'instant, ça tenait encore, mais ça allait devenir catastrophique. Il se trouve que c'était en 1972, donc pratiquement depuis 50 ans, qu'on est là et qu'on se dit ils se sont peut-être trompés. Voilà. Alors voilà ce qu'ils ont obtenu. La partie grisée, c'est les données qu'ils avaient, c'est-à-dire de 1900, on va de 1900 à 2100. Hein. De 1900 à 1900, un peu moins de 1970, ils avaient déjà des données, donc sur les ressources, c'est-à-dire la biocapacité, sur la nourriture, en vert foncé, sur la production de services en orange, sur la population en bleu, la production industrielle en marron et la pollution en violet. Donc ils avaient déjà les données dans la zone qui est grisée. Ils ont fait tourner ils ont fait mouliner le logiciel et ils ont obtenu les courbes en pointillés. Alors le premier trait vertical c'est 2010, le deuxième trait vertical juste à côté c'est 2030. Hein. Donc nous on se trouve exactement au milieu, entre les deux traits verticaux. Et en trait plein entre la partie grisée et 2010, ce sont les courbes obtenues depuis. C'est-à-dire les courbes obtenues avec les données sur la nourriture, la production de services, la population, etc. depuis 1970 jusqu'à 2010. Bon, on peut supposer, ça se voit, je veux dire, à l'œil, qu'ils se sont franchement pas beaucoup gourés par rapport au pointillé, quoi. Voilà. Et ce qui prévoit, ben, c'est qu'à partir de 2020, il y ait une chute de tout. D'absolument de tout. Donc la chute de la biocapacité des ressources a déjà commencé à chuter, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient demandé un rapport. Dans les années 70, ça a commencé de s'effondrer, mais à partir de 2010, ça s'effondre vraiment, et on voit qu'on atteint le milieu de l'effondrement des ressources dans les années 2020, et puis ça s'effondre complètement en 2030. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on parlait de génération, au tout début de mon intervention, je disais on pense toujours qu'on ne connaîtra pas cette époque misérable qu'on va vivre, que ce sera peut-être nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants. Non, on se trouve exactement juste à côté du haut de la courbe de n'importe quelle courbe qui monte. On est juste après le haut, c'est-à-dire si on prend la production de services, on est juste après la bosse du sommet de la courbe. Donc on est à peu près en 2020. Pour résumer le constat qu'on vient de faire, Yves Cochet, lui, explique que chimiquement, biologiquement, cognitivement, notre cerveau n'est pas prêt à une limite. En fait, depuis que l'homme est homme, on a repoussé les limites. On a fait ça depuis toujours. Donc on n'a pas du tout cette capacité à imaginer que notre environnement est fait de limites. On voudrait continuer à les dépasser, et ça, c'est pas possible. Donc voilà pour Yves Cochet, pour lui, on ne fera pas ce qu'il faut, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt, chimiquement. Voilà, chimiquement, on n'est pas prêt à faire ça. Pour Arthur Keller, dans le meilleur des cas, nous aurons une décroissance volontaire, donc il faudra que on dépasse cette chimie de notre cerveau pour se préparer dans notre imaginaire, pour préparer notre imaginaire à cet effondrement et à la résilience. Donc pour lui, dans le meilleur des cas, nous aurons une croissance volontaire avec potentiellement une amélioration qualitative de nos modes de vie, même s'ils sont plus pénibles physiquement qu'aujourd'hui. Dans le pire des cas, donc dans le meilleur des cas, on est partie prenante, on est OK, on le fait de façon volontaire, ce changement. Dans le pire des cas, ben, on ne le fait pas, et il y aura des dévissages nets de plusieurs secteurs de l'économie, avec évidemment des pénuries, de la panique, du chaos, de la violence. Ça va s'écrouler de tous les côtés. Et je voudrais terminer ce constat avec c'est pas une citation, c'est parce que j'ai résumé ce qu'il a dit, de Nicolas Hulot. Depuis que l'humanité existe,
il y a toujours eu des guerres. On est spécialiste, nous, hein, des guerres. Mais bon, enfin, les animaux se font la guerre entre eux aussi de temps en temps, hein, entre clans, etc. Enfin, depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu des guerres. Et pourtant, il y avait l'abondance des matières premières. Imaginons le monde quand il y aura des pénuries de tout. Alors j'aurais préféré, tant qu'à démissionner de la part de Nicolas Hulot, tant qu'à faire, tant qu'à partir, tant qu'à quitter le gouvernement, j'aurais préféré qu'il mette le bordel une bonne fois pour toutes, quoi. C'est-à-dire qu'il pose ce constat lui aussi, le même ou un autre légèrement différent, peu importe, et qu'il fasse une émission de télé de 2 ou 3 heures et qu'il explique à la population ce qu'il en est réellement de notre système économico-thermo-industriel. Voilà, et biologique, et où en est la biocapacité. J'aurais aimé qu'il fasse ça, quitte à se faire des ennemis, quitte à passer pour un fou, peu importe. Ça aurait été peut-être plus rentable et judicieux que de seulement démissionner en supposant que le monde va changer parce qu'il avait démissionné. Je pense que c'est pas suffisant, quoi. Alors, qu'est-ce qui va permettre de choisir la courbe la plus avantageuse de l'imaginaire numéro 4, c'est-à-dire d'avoir une décroissance plus lente et moins violente? Eh bien, en fait, c'est le récit. C'est ce qu'on appelle le storytelling, raconter des histoires. C'est en se racontant des histoires, en se parlant, en posant les choses, c'est bien pour ça que je fais ça, qu'on va réussir à envisager l'avenir d'une autre façon, et peut-être même d'une meilleure façon, même si, là, de prime abord comme ça, on s'imagine que l'avenir est désastreux. On peut aussi s'imaginer qu'on vivra mieux, qualitativement, qu'on vivra mieux que ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout un tas d'écrans, tout un tas de technologies hyper avancées, mais qui rendent pas les gens plus heureux que ce qu'ils l'étaient, à mon avis, il y a un siècle. Voilà. Alors, par exemple, on peut imaginer des publicités avec Beyoncé ou avec Griezmann, le footballeur, qui utilise par exemple un mauvais téléphone à clapper, voilà, l'ancêtre du téléphone mobile, quoi, et qui disent, moi, je fais les choses pour la décroissance. Ce sont des héros modernes, et il faut que les héros modernes s'accaparent de ça. Donc qu'ils proposent au peuple, par de la publicité, une autre façon de vivre, et les poussent à décroître. Un autre projet, celui d'Arthur Keller, c'est de faire une série télévisée qui paraîtra sur Netflix a priori, qui est déjà quasiment faite, qui est déjà quasiment écrite au niveau du scénario. Il a fait appel à des scénaristes américains aussi, puisque c'est aux États-Unis que ça va être produit, etc. C'est toute une machinerie qui parle de plusieurs personnages qui vont vivre l'effondrement et qui vont chacun, les uns les autres, vont adopter des méthodes plus ou moins différentes. Et ces méthodes seraient, après le film, il y aurait un reportage où on expliquerait scientifiquement si telle méthode fonctionne ou ne fonctionne pas et pourquoi. Ça serait doublé par des reportages de gens qui ont déjà commencé à mettre en place cette forme de résilience d'une manière ou d'une autre. Donc ça amènerait les gens à se passionner pour une série télé avec du suspense, etc. Voilà. Et après ça, il y aurait pédagogiquement des tas de reportages qui permettraient de voir mais qu'en fait c'est faisable et que c'est à la portée de tous, quoi. Il suffit d'avoir envie. Alors, il y a il y a trois façons de faire, c'est-à-dire la première, c'est de tomber dans le survivalisme, comme enfin, c'est né aux États-Unis, mais enfin pas seulement, c'est-à-dire s'enfermer dans des bunkers, faire une pile de boîtes de conserve pour 3 ans, acheter 4 ou 5 flingues, et dire ben, le premier qui approche mes boîtes de conserve, je le liquide, quoi. Ça, c'est pas la bonne solution parce que c'est évidemment que c'est celle à laquelle on pense, voilà, de prime abord, c'est notre instinct en fait de survie qui nous pousse à faire ça. Mais vous allez faire quoi au bout de 10 ans, quoi. Voilà, quand vous aurez plus de vivre,
et vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, enfin, voilà, sur le long terme, ça ne tient pas. Quand il y a ne serait-ce que quand il n'y aura plus de munitions, quoi, vous allez vous défendre comment? Voilà. Et puis très sincèrement, vivre de cette façon-là, dans la peur permanente que quelqu'un vienne vous prendre vos biens, franchement, autant se flinguer tout de suite, quoi. Faut pas tomber dans l'autre extrême qui est le monde des bisounours, on est tous gentils, on va s'entraider, le Christ va revenir, etc. Enfin, j'ai rien contre les religieux, mais faut pas tomber dans le côté sectaire, le côté gourou, etc. Il y en a pas mal qui surfent sur cette vague de l'effondrement pour en faire des micro-sectes, en fait. Même si ça n'a pas le nom de secte, ça y ressemble complètement avec certains gourous qui se mettent en avant en ce moment, quoi. Donc faut pas tomber là-dedans non plus. C'est certainement un petit peu entre les deux. Il ne faut pas être dupe, il y aura de la violence, ça va être difficile, donc il va falloir se préparer à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'entraider de toute façon et s'unir si on veut résister à l'effondrement. Et puis, très sincèrement, s'il va jusqu'au bout, cet effondrement, et qu'il est très rapide, et qu'il est doublé par un réchauffement climatique de plus de 3 ou 4 degrés, là, la vie sur Terre est totalement menacée de toute façon, donc faut être honnête, très peu d'entre nous survivront, quoi. Voilà, il y aura encore les Papous d'Amazonie ou les Touaregs en Afrique. Eux, ils ont l'habitude de vivre dans des conditions extrêmes, nous non, nous pas du tout, et notre végétation non plus. Donc on pourra planter ce qu'on veut, si ça pousse pas parce que c'est une sécheresse totale et qu'on a des canicules tous les ans, et là on sait très bien que dans les années à venir, ça sera des canicules 8 fois sur 10, et non pas une fois de temps en temps. Il va falloir qu'on puisse subsister avec de telles conditions, quoi. Alors, quel avenir possible du coup? Ça sera soit super technologique sur l'âge de pierre, donc il y a de fortes chances que ça soit entre Mad Max et Blade Runner, quoi. Ça sera sûrement entre les deux. On va encore bénéficier de quelques infrastructures qui sont technologiquement avancées, alors qu'on sera dans un monde qui sera assez compliqué pour nous, quoi. Donc on va naviguer un petit peu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire un retour à une société beaucoup plus simple, avec une consommation énergétique extrêmement réduite. Donc il y aura beaucoup plus de travail manuel, de travail agricole, il y aura certainement des manufactures locales, hein, on n'ira pas acheter en Chine, le commerce international existera toujours, mais il ne se fera certainement pas avec les mêmes moyens de locomotion. Donc ça a toujours existé, il y a toujours eu des échanges à travers le monde depuis que l'homme est homme, on pourrait dire, on échangeait même des silex, quoi. Donc ça ne va pas changer, mais ça sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus réduit. Donc ça sera plutôt des productions de services ou d'objets locales, des productions locales. Ça implique qu'il y aura donc beaucoup moins de produits qui viennent de loin, ou en tout cas ça sera beaucoup plus long pour les avoir, qu'il va falloir économiser l'électricité, se remettre à marcher et à pédaler. Un vélo, c'est pas très compliqué, comme ça peut se réparer, enfin jusqu'à un certain point, mais en fait ça peut se réparer. Solder ses dettes, si les banques existent encore, mais enfin si les banques en arrivent à ne plus exister, on sera vraiment dans un sale état, je pense, parce que l'argent est roi aujourd'hui, hein. Les banques font un petit peu ce qu'elles veulent, elles sont capables de créer de l'argent. Enfin, pour créer de l'argent, il faut qu'on leur en demande. Le souci, c'est que s'il n'y a pas grand-chose à acheter, on n'a pas vraiment besoin d'argent, quoi. Voilà. Si c'est un système de troc qui s'est remis en place, ou de monnaie locale, ça va changer considérablement l'existence des banques. D'autant que l'argent, en fait, finalement, pour nous, n'est qu'un moyen d'échange, en réalité. Donc on peut trouver d'autres moyens d'échange. Ne plus faire appel à la grande distribution, mais il y a de fortes chances que la grande distribution soit hyper impactée s'il y a un effondrement. Créer des potagers locaux, entre autres la permaculture qui permet ça. Apprendre à conserver les aliments, s'il n'y a pas d'électricité ou très peu, peut-être que les frigos ne fonctionneront plus. Donc il y a la lactofermentation par exemple qui permet de faire des conserves. Si le système s'écroule, donc penser aux monnaies locales et développer une culture de la résilience, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on s'échange des récits
qui nous permettront de mettre en place cette résilience de façon volontaire. Ça évitera pas l'effondrement, ou les effondrements du système, mais ça nous permettra de nous préparer et de nous habituer à vivre avec beaucoup moins, sans doute plus heureux que nous ne le sommes actuellement, avec beaucoup. Quoi qu'il en soit, ça va arriver, et les données que je viens de présenter valident cet état de fait. On arrive au terme de cette présentation, et je comptais vous présenter un résumé en dessin animé. C'est un petit court-métrage d'une demi-heure, mais que vous pourrez trouver. Je vais vous mettre l'adresse, enfin le nom qu'il faut chercher sur YouTube par exemple. Ça s'appelle Sans lendemain. C'est écrit et réalisé par Dermot O'Connor. C'est chez Incubate Pictures. Donc vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Vous pourrez regarder ce petit reportage qui dure à peu près 35 ou 38 minutes, je ne sais plus. Et qui résume tout simplement tout ce que je viens de dire. Tout est dedans. Alors, voilà quelques-unes de mes sources. Donc Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, etc., Yves Cochet, Arthur Keller, voilà, le rapport Midos que je vous conseille de lire. Faites vos propres recherches, regardez avec les moteurs de recherche effondrement et collapsologie. Vous y trouverez des tas d'infos, mais je vous conseille vraiment de regarder les vidéos d'Arthur Keller et de Jean-Marc Jancovici, parce que pour moi, c'est ceux qui résument le mieux la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors bon, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, on ne va pas rigoler, voilà. Mais on peut peut-être le transformer en « on va rigoler », c'est-à-dire on peut le voir comme un levier, en fait, qui va nous permettre de changer de civilisation. Donc encore une fois, on ne va pas changer la civilisation parce que ça ne sera pas possible de la changer, elle a une telle inertie que ce n'est pas possible. Par contre, on pourra changer de civilisation et voir comment on peut transformer notre monde autrement. Autant vous dire que ce sont des jours et des jours passés à chercher, à se documenter, à écouter, à lire pour pouvoir réaliser cette vidéo. Une recherche que j'ai énormément résumée ici évidemment, mais qu'il faut malheureusement faire, parce que les infos ne circulent pas dans les médias classiques. Voilà. Moi j'ai juste fait un choix, en fait. Mais vous avez à faire un choix. Est-ce qu'on croit à tout ça, tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'on pense que c'est une réalité? Est-ce qu'on se base sur ces faits-là? Parce que vous pouvez trouver des faits contraires ailleurs, c'est pas un souci. Mais je vous conseille aussi de faire appel à votre intuition. Posez-vous la question, comment va le monde? Personnellement, j'ai la sensation que le monde actuellement, depuis une paire ou une poignée d'années, est dans une phase de flottement. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Voilà mon sentiment. Il n'y a pas eu de guerre mondiale depuis 70 ans. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc. Voilà, mon sentiment. Évidemment, vous trouverez toujours des scientifiques qui vous prouveront le contraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas des scientifiques dans l'âme, on n'a pas toutes les données. Encore une fois, c'est notre intuition et certains faits qui peuvent nous amener à penser qu'il va y avoir un effondrement. Maintenant, peut-être cet effondrement ne se produira pas. Personnellement, je ne le pense pas, je pense qu'il va se produire. Reste à savoir quelle pente aura la courbe, enfin pour vous c'est dans ce sens, quelle pente aura la courbe quand cet événement va se produire et combien de temps va durer l'effondrement. Voilà, l'effondrement, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va arriver au bas de la courbe. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la chute de cette courbe. Mais toutes les courbes, comme on a vu, tendent à penser que de toute façon, d'ici la fin du siècle, cet effondrement aura eu lieu. Voilà. Reste à savoir s'il aura eu lieu en 2040, en 2050 ou en 2100, parce que entre aujourd'hui et 2100, de toute façon, il y a une chute. Reste à savoir la violence de cette chute. Quoi qu'il en soit, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Donc on a répondu que oui, on peut se préparer. Au cas où ces événements ne se produisent pas, on peut le souhaiter ou ne pas le souhaiter. Si on pense à la planète, très franchement, on préfère souhaiter qu'il y ait un effondrement. Voilà.
un ami me disait, finalement tout ça c'est à cause de nous, on a trop consommé, on a trop fait de croissance, etc. On est arrivé à un point de rupture, on n'a qu'à disparaître, voilà. Mais comme ça il restera les papous, et eux au moins, ils n'ont pas d'empreinte écologique, donc c'est notre faute, on n'avait qu'à faire attention, et puis voilà quoi. Bon, on a été un petit peu poussé quand même par le système à consommer de plus en plus, mais bon, au cas où ça n'arrive pas, mais qu'on se prépare, qu'on fasse ce système de la résilience et qu'on rende un village, par exemple, plus ou moins autonome en alimentation, par exemple, parce qu'on peut être autonome en énergie aussi, enfin il y a plusieurs cas de figure pour la résilience. Au moins, on aura construit quelque chose ensemble. Hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas perdu, ça sera que du mieux de toute façon. On achètera nos légumes, on saura d'où ils viennent, ou on aura nos légumes même gratuitement, c'est tout à fait envisageable. On pourra les vendre aux gens de passage. C'est pas perdu. Voilà, c'est un projet qui tient la route, humainement parlant, ça tient la route. On va voir, pour finir, un petit reportage de 11 minutes sur le village de Correns, dans le Var. Alors Correns, je connais parce que j'y suis allé plusieurs fois, j'avais une amie d'ailleurs qui habitait là-bas, et c'est le premier village bio de France, puisqu'ils se sont mis au bio, enfin ils ont fait le projet en 95 et ils ont été bio en 97. Donc ils sont eux partants depuis des décennies en fait. Voilà, donc c'est Alexis Lab, permacultrice à Pugeot, qui m'a donné le lien, je ne connaissais pas ce reportage, et donc on va voir ça, et on se retrouve juste après pour la conclusion. C'est vraiment la nature qui reprend ses droits, la biodiversité qui est là, quoi. Là, on a une belle vitrine de ce qui peut se passer quand on fait un peu attention à sa terre. Bonjour, moi c'est Laura Calu, je suis humoriste et aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir mon village natal qui est dans le Var, qui s'appelle Correns, qui est très joli, mais qui est surtout le premier village entièrement biologique de France. C'est en 97 officiellement que le village est passé en agriculture entièrement biologique, c'est-à-dire que tous les producteurs, les viticulteurs se sont mis à faire du bio, donc à transformer leurs terres, à ne plus utiliser de produits chimiques. Et le village est depuis un moment maintenant le premier village bio de France, donc c'est quand même une fierté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites exactement comme travail ? Alors nous, avec Dune, on fait juste vraiment tout ce qui est travail du sol. Là, c'est le printemps, on va nettoyer les pieds des vignes, voilà, pour pas qu'elles se fassent gagner par l'herbe ni que ça amène des maladies. Ok, on va faire un premier tour comme ça. Et en fait, tu vois, après, là, je peux régler la profondeur de mon outil pour régler à quelle profondeur je veux travailler. Et vraiment, avec elle, je peux aller soit coller au rang, soit me mettre au milieu, vraiment faire de la haute couture de la vigne, quoi. Ouais. Ce qui est génial aussi, pour moi, tu vois, c'est la relation, tu vois, qu'on a à travailler ensemble. C'est vraiment ma collègue de travail, quoi. Elle est plus sympa que Justine de la Ponta. Alors un cheval, qu'est-ce que ça change d'un tracteur ? Ça va vraiment se passer dans la vie du sol. Dune, elle va beaucoup moins tasser qu'un tracteur. On va pouvoir travailler vraiment plus précisément au pied de la vigne et zéro pesticide, voilà, d'être dans la vraie démarche, quoi. Ça fonctionne au foin ? Ça fonctionne au foin. Au bio, foin bio. Au bio. Et vous êtes bio ? À fond. Vos enfants sont bio ? À fond. On est des biomanes. Donc là, c'est la plante responsable de mes plus durs lendemains de soirée, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Pour toi, quelle est la différence entre le bio et le non bio ? En viticulture, je parlais, ouais. C'est le travail du sol, c'est-à-dire que nous, on n'a plus de désherbant chimique, c'est tout mécanique, on va dire. Nous, on n'emploie pas de désherbant chimique et on travaille notre sol. Alors après, il faut accepter en bio d'avoir un peu de l'herbe. C'est sûr que l'herbe, à cette époque-là, fait une concurrence à la vigne. Mais quand elle est maîtrisée et gérée comme ça pose aucun problème. Pourquoi tu es fier de faire du bio ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi ? Parce que déjà, qu'on ne s'intoxique pas, nous, l'utilisateur, on préserve notre nature pour les générations futures, et ça je pense que c'est le plus important. Et après, j'avoue que quand on sait les produits qu'on applique, et quand on sait dans la bouteille ce qu'il y a, je trouve ça génial pour le client, quoi. C'est de dire, en plus on fait un effort pour la planète, et en plus on ne vous intoxique pas avec des produits chimiques. On va sauver la planète. Ah ça, je sais pas si on va sauver la planète.
beauté du village. Ça s'appelle une calade. On n'emploie pas de désherbant, bien entendu. Et un peu d'herbe n'a jamais fait du tort à quelqu'un. Ça sert à rien que ce soit trop propre. Quand est-ce que ça a commencé le bio et pourquoi? Tu es né en quelle année, toi? En 90. Voilà, En 90. Pour fêter tes 5 ans, donc en 95, tous les paysans de Corrence ont décidé de passer en bio. Et disons que c'est la première fois en France que tout un village est en agriculture bio, et depuis plus de 20 ans, à une époque où personne n'y croyait. Et tous les villages du coin rigolaient de nous. J'ai été très sensibilisé aux problèmes des phytosanitaires et aux problèmes des OGM. Et je me suis rendu compte que les puissances de l'argent décidaient notre avenir sans que ça nous appartienne démocratiquement. Et donc je trouve qu'il y a vraiment un très gros problème philosophique. Et donc la seule façon de réagir à ça, c'est de ne pas rentrer dans leur système d'agro-business, et c'est de prendre d'autres voies agricoles qui respectent le monde, qui respectent nos enfants et nos petits-enfants. On a également travaillé sur la cantine, et donc depuis une dizaine d'années, on est à peu près à 75 à 80% bio à la cantine. Avant de chaque début de repas, on explique aux enfants ce qu'ils vont manger, d'où vient la courgette, on fait des repas végétariens. Bon, il y a une très forte pédagogie. Les enfants apprennent à manger de tout, et on voit que la courbe de gaspillage est très basse à Corrence. On jette moins de 10%. Au niveau national, on jette 30% de trucs. Et le truc dont je suis le plus fier, c'est qu'au rayon de parents d'élèves, les parents me disent « Ah, maintenant, le soir, on est obligé de cuisiner. » La maison où j'ai grandi. Où ça? Ici. Les toilettes, voilà. Donc c'est là que j'ai fait mes premiers pipis. Bio. Parce que je consommais bio. Donc ça, c'est le jardin partagé. Donc il y a une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont des petits morceaux, qui cultivent et qui soit des fleurs, soit des légumes. Ils Voilà. doivent respecter l'agriculture Alors, biologique. évidemment, c'est absolument, ils respectent l'agriculture biologique, ils compostent ensemble. Et du coup, le partage à Corrence, quand les gens partagent les terres, quand ils ont à leur disposition voilà, un potager. Alors C'est là, cet espace qui est à peu près 2500 mètres carrés est mis gratuitement à disposition des gens, parce qu'on estime que les gens qui vivent dans le village, on n'a pas la chance d'avoir des jardins, et donc on leur met gratuitement ça. On les écrase. C'est trop bon. Il y a 25 ans, tout le monde rigolait des Corrençois, et maintenant, tout le monde vient voir l'exemple ici. Donc je pense que c'est en train de prendre, et je pense que les gens ont beaucoup de respect du choix courageux qui a été fait ici. Il y a un rajeunissement de l'agriculture, des agriculteurs d'une façon impressionnante. La moyenne d'âge des paysans en Corrence, c'est 35-40 ans. Dans le Var, c'est 55-60. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle génération de paysans qui sont arrivés, qui ont une agriculture très moderne, mécanisée, mais qui ont comme principe de faire tout pour respecter la nature. Parce que c'est ça la philosophie du bio. C'est pas d'être dans une agriculture passéiste, c'est au contraire, c'est l'agriculture de demain. Qu'est-ce qu'on entend là, Léa? Mes poules. Des poules. Petites poules pondeuses. Donc moi je fais des œufs et des poulets. Donc ça c'est mes petites pondeuses qui font des œufs, forcément. Nourries au bio. Nourris en bio, terrain bio, poules bio. Là ils sont en semi-liberté on va dire, avec des grands parcs. Ouais. Donc ça change des cages en industriel. Alors comment tu les nourris tes poulets, Léa? Alors depuis peu en plus j'ai fait un groupement avec d'autres éleveurs et on fabrique notre propre grain en achetant à des céréaliers du coin. Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est l'aliment de mes poules. Donc là en ce moment il y a du maïs, de l'orge, du soja, du tourteau de sésame C'est la meilleure et, dans mon lait et de la matin. fèvre aussi. Voilà. On peut parler ou quelle est la différence à faire du bio et du non bio? Ben, c'est surtout la superficie des parcs à l'extérieur. Pour les poulets bio il faut 4 mètres carrés en extérieur par poulet. Tandis qu'en industriel, ben, ils sont généralement en cage, donc ils ont 80 cm les cages. En bio, on n'a pas le droit de les abattre avant au moins de 3 mois. Donc le poulet moyen, une fois abattu, on va dire prêt à cuire, il fait entre 2 kg et 2,5 kg, voire plus. C'est toi qui la tiens? Alors, comment je l'attrape? Tu tiens là les pattes dessous. Donc voilà, un vrai poulet bio, ça ressemble à ça. Donc déjà ça a des plumes. Hein. Ouais, c'est encore c'est des pas plumes. tout gras,
Parce qu'il y a aussi Du muscle. Voilà, il y a du Vu muscle, qu'elle en fait, court c'est pas un beaucoup, il y a truc qu'elle- tout gras, tu voilà. peux pas marcher avec des pattes tordues, on est C'est d'accord? ça. Je me vois pas enfermer une poule dans une cage. C'est tellement plus sympa quand ça court dehors. C'est compliqué de se lancer dans le bio aujourd'hui? Ça a été compliqué au niveau des papiers. Ils sont pas habitués à avoir des petits élevages. Donc il faut remplir des cases que je remplis pas. Tu as l'impression qu'on n'est pas forcément aidé? Moi, pas aidé du tout. Ni en tant les jeunes, ni en bio, ni C'est rien. quand même super grave. Donc c'est quand on commence à mettre les pieds là-dedans, il faut être très 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 motivé pour s'installer. Il faut bien s'accrocher et après ça vaut le coup. Ouais. D'être là aujourd'hui, de voir tout ça, ça me donne envie de mieux consommer, de moins manger de viande aussi. Pas parce que j'ai pas envie de manger ces poulets, justement, j'ai envie de manger cette viande-là. Les viandes en supermarché, comme ça, à la chaîne, les animaux qui peuvent même plus marcher, entassés, c'est n'importe quoi. Et donc quand une nana comme elle, dans son petit village, décide de tenir un projet comme celui-là jusqu'au bout, c'est respectable. Comment t'appelles ça? Une combinaison. Une combinaison Voilà. pour se protéger des abeilles, protéger. des piqûres d'abeilles. Voilà, des piqûres d'abeilles, pour pas que surtout les abeilles peuvent se prendre dans nos cheveux aussi. Ah Donc oui. du coup, les ruches ici sur Corrence, elles font principalement du miel de romarin, voilà, et du miel de bruyère à l'automne. Tout est bio. Alors voilà, moi tous mes miels sont bio. L'agriculture biologique, étant donné qu'il n'y a pas de désherbage chimique, c'est super important. Le désherbement aussi a fait beaucoup de mal à l'abeille. Corrence, c'est bien parce que le bio, eh ben, il oblige à garder une certaine nature autour de soi et donc du coup, ben, l'abeille, elle vit dans la nature et plus il y a de nature et plus, voilà, et plus elles sont heureuses. Même Exactement. moi, je serais bien là. Je ferais un super miel. En fait, je suis fière de voir tous ces gens, tous ces habitants du village tenir leur engagement envers la planète. Ici, ça me donne de l'espoir. Je me dis, mais si, en fait, c'est possible. Mais en fait, ça marche quand on fait attention à la planète. Il y a vraiment du changement. Ah, mais en fait, on n'est pas foutu. Mais ça donne envie, toute cette verdure. Comment tu peux pas avoir envie? Et en plus, si c'est faisable. Du coup, comment tu peux pas te dire, bah, j'ai envie de faire ça moi aussi? Et ce qui est frappant, c'est que c'est possible. Et ici, bah, ça prouve que ça l'est, tout simplement. Alors pour conclure, il y a des tas de pistes en réalité pour la résilience, que ce soit énergétiquement, que ce soit pour les outils du quotidien. Hein, je ne sais pas, imaginons une machine à laver sans électricité. Comment on fait un truc pareil? Ça existe. Comment on fait chauffer les aliments sans électricité, voire sans bois de chauffage? Alors il y a évidemment le bois de chauffage, on peut faire chauffer sur un fourneau comme à l'ancienne, quoi. Mais il y a aussi les fours solaires qui fonctionnent très bien. On peut créer sa propre éolienne avec des pales en bois, etc. Faire de la permaculture, placer des panneaux solaires éventuellement, bon, c'est pas la panacée, mais enfin ça peut être une piste aussi. Donc il y a des tas de pistes pour rendre un village résilient, à un certain degré, évidemment, à un certain pourcentage. À Vauvert, il y a une association qui s'appelle Alter Eco, et cette association, enfin au sein de l'association, ils ont une autonomie de 70%. Donc ils font un peu tout ce que je viens de dire, ils le font déjà. Ça serait intéressant, je pense, d'aller les voir, de faire un petit comité, de partir tous à Vauvert et d'aller voir cette association qui nous explique un petit peu comment ils se sont organisés, comment ils ont fait. Je sais par exemple qu'ils ont proposé pour l'agriculture, pour la permaculture, eh bien il y a une adhésion annuelle de 10 € pour acheter les graines, les outils, etc. Les gens viennent travailler 2 heures par semaine ou 2 heures par mois, je ne sais plus, au jardin. Ça leur prend pas trop de temps, mais comme ils sont nombreux, ben, ils arrivent à entretenir le jardin tous ensemble comme ça, de cette façon, en créant peut-être en créant des équipes. Hein, voilà, le lundi matin, c'est Paul, Jacques, Françoise et Yolande qui viennent au jardin. Dans l'après-midi, c'est 4 autres personnes qui tiennent aussi le stand pour vendre aux gens de passage.
Et pour les gens par contre qui y travaillent, les légumes sont gratuits. Voilà une piste. Il y a monsieur Pot, ou Pou, enfin je ne sais pas trop comment on dit, P-O-O-T, qui lui a sélectionné des graines sur des générations et des générations, qui a sélectionné des graines qui ont besoin de pratiquement pas d'eau pour pousser, voire pas d'eau du tout. Voilà, ce gars se trouve, je crois, dans l'Hérault, si je dis pas de bêtises, au-dessus de l'Odelle, si je dis pas de bêtises, mais c'est à confirmer. Il faudra aller voir ce gars et voir un petit peu ce qu'il en est. Si on cumule permaculture et graines résistantes, toujours ne pas oublier le climat qui va se réchauffer, et on peut peut-être obtenir des légumes intéressants. Voilà. Alors on va donc devenir ce qu'on appelle des nimaculteurs, c'est-à-dire ce sont les nouveaux agriculteurs qui ne sont pas du tout issus du monde agricole. Voir aussi avec Alexia Lave, qui est proche de chez nous, qui a déjà 1 hectare, si j'ai bien compris, de permaculture à Pugeot. Donc elle pourra nous expliquer les démarches à suivre, comment elle s'y est pris, la législation, etc. Enfin tout ce qui concerne... mais voir peut-être aussi à Corrance tout simplement comment ils ont fait. Ils sont devenus bio, donc ils ont certainement suivi avec le conseil municipal, ils ont certainement pondu des stratégies pour pouvoir faire ça. Voilà, il y a des tas de pistes à explorer. Il faut s'y mettre, c'est tout. Il faut s'y mettre et dire, ben oui, c'est un projet qu'on a, c'est un challenge qu'on se lance, et on va essayer ici de le faire. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas une façon, pour une fois, d'être unis? Je sais, c'est un rêve. Là, ça fait un petit peu bisounours pour le coup, mais on peut y croire et on peut lancer l'idée. Et puis ceux qui ne voudront pas, ben, tant pis, c'est pas grave, quoi. Mais peut-être qu'on fera des petits, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 10 personnes, puis 15 personnes, puis 20 personnes qui se mettent sur ce projet, ben, peut-être que les autres verront que finalement c'est pas si nul que ça, qu'on obtient des résultats, qu'on a des légumes pour pratiquement rien au niveau financier, et que ben, on peut petit à petit subvenir à un maximum de nos besoins dans un simple village comme Valiguière, et évidemment aller voir les villages alentours, Pouzillac, Vers, etc., Tavel, j'en sais rien, enfin la communauté de communes, pourquoi pas, et leur proposer des échanges. Certains feraient peut-être de la volaille, si les gens veulent continuer à manger de la viande, d'autres feraient du blé, d'autres feraient plus des légumes, d'autres feraient, je sais pas, des outils. Voilà, chaque village a peut-être un petit peu sa spécialité, et on pourrait s'unir comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.